mieux déjà. Merci à vous de m'accueillir déjà, parce que j'habite pas tout près, j'habite à Biarritz maintenant, donc ça m'a pris un peu de temps de venir jusqu'ici. Pour me présenter, donc je m'appelle, Aloïs, je suis freelance, je travaille chez ClickUp, je vais commencer une nouvelle mission bientôt dans une autre entreprise. Je vais pas en parler tant que j'ai pas commencé, mais en tout cas, j'ai bossé pendant 4 ans chez ClickUp déjà. Avant, j'ai bossé chez Orange, j'ai bossé, pour BAM à l'époque, comme si ça s'appelait encore, BAM. Voilà, entre autres, donc ça fait un paquet de temps que je fais du mobile. J'ai commencé, en 2012 et je fais aussi pas mal de contributions open source. J'ai quelques packages, Device Preview sûrement en Flutter qui est assez connu. Puis après, j'aime bien faire pas mal de choses en open source. Dès que j'ai une idée, de toute façon, je le mets en mode open source, ça peut toujours servir, c'est ma philosophie. Ça veut pas dire que je vais le maintenir, très sérieusement, soyez prévenus, mais à part pour les gros packages, mais en tout cas, j'aime bien cet esprit de partager, ce qu'on expérimente et je suis Google Developer Expert, depuis, 3 ans maintenant. Donc ça, c'est en vrai, ça apporte pas grand-chose, hein, à part, la reconnaissance des pairs, on va dire, mais sinon ça change pas grand-chose et ça, c'est parce que, bah, j'ai oui, entre autres mes contributions open source, mes partages, communautaires, que ça soit mes articles sur mon blog ou des présentations comme celle-ci, par exemple, qui m'ont amené à être, Google Developer Expert. Je suis présent sur GitHub, X, LinkedIn, YouTube, voilà, entre autres. Et le sujet d'aujourd'hui, donc c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est, cette, phase de transition depuis un prototype vers une application en production qui est, fonctionnelle, qui est implémentée, en Flutter, en l'occurrence. Et c'est, comment réfléchir à améliorer cette, transition en créant des processus entre les équipes de design et les équipes de développement. Comment faire en sorte que cette transition soit la plus efficace possible et aussi qu'elle soit la plus maintenable dans le temps? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, chaque, partie va évoluer de son côté, le design et le code. Comment faire en sorte que, ben, soit pas perdu au moment où il y a un changement majeur dans un design existant? Comment le réappliquer dans notre code base? Comment faire en sorte que tout ça se passe à peu près bien? Parce que ça part quand même de 2 concepts un peu différents. Figma, ça reste du prototypage, donc le but, c'est d'aller vite, de créer, d'expérimenter, pas forcément d'avoir trop de contraintes comme on l'a en code. Dès qu'on veut faire quelque chose et ben, il y a des règles, il faut bien les suivre, il faut créer quelque chose de très très propre, très hiérarchisé. Alors qu'en prototype, on s'en fiche. Le but, c'est de le mettre devant l'utilisateur et de lui dire: «Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu penses qu'en cliquant là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es capable de comprendre, l'application?» Et puis aussi de faire potentiellement plusieurs variantes d'un design rapidement pour, bah, proposer à un client et qu'il choisisse la meilleure version. Donc tout ça, c'est des buts un peu différents, mais à terme, quand même, ce qu'on nous livre, nous, en Flutter, ça c'est le résultat de cette phase d'expérimentation. Donc il y a quand même un travail du designer après qui est de raffiner ce design qui est presque un dessin, de le structurer pour que quand on passe à l'étape d'implémentation, que ça se passe, au mieux, du mieux possible et que le développeur ne se pose pas trop de questions, sur, bah, qu'est-ce que le designer a voulu mettre en place au niveau de son agencement visuel, de son visuel. Qu'est-ce qui se passe et comment, moi je dois le reproduire dans mon code, l'implémenter dans mon code. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, il y a un ensemble de concepts qu'on retrouve à la fois dans le prototypage et dans l'implémentation en Flutter et je pourrais le résumer à cela. Donc le visuel, c'est ce qu'on va voir, ce sont les couleurs, les styles de texte, les effets, les shaders, tout ça, les effets visuels, Liquid Glass pour en citer un, par exemple. Tout ça, c'est vraiment ce que l'utilisateur va voir. Ensuite, on a le layout, c'est l'agencement, donc c'est comment on va articuler nos éléments sur l'écran et comment ils vont réagir entre eux pour, occuper l'espace, sur l'écran. Ce que j'ai appelé le thème, c'est comment changer dynamiquement l'aspect de notre application. Donc là, typiquement, c'est light mode et dark mode, hein, ce qu'on retrouve, régulièrement, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un mode très accessible, par exemple, où on va avoir quelque chose en noir et blanc pur ou des choses, différentes comme des variantes de couleurs, par exemple.
Ensuite, on a les composants. Donc là, les composants, c'est comment, plutôt que d'avoir des copier-coller partout, c'est comment réutiliser des parties de notre interface à plus modifier une fois et que ça s'applique partout dans notre design. Ces composants ont aussi des propriétés. Ce qui est intéressant, ça va être, par exemple, si on a un bouton, ça va être de changer le titre. Bah, c'est une propriété qu'on va pouvoir changer sur ce composant au moment de l'instanciation. Et puis après, on a l'animation, c'est les transitions, comment faire interagir des choses quand l'utilisateur commence à taper sur un élément, ce genre de choses plus poussées. La navigation, c'est comment on va passer d'un écran à un autre, comment on va transformer notre application dynamiquement en fonction de où il se trouve dans son contexte utilisateur. Ce que j'appelle les interactions, c'est les drag and drop, les tapes, tout ça. Et enfin, l'état. Donc l'état, c'est ce qui va être affiché, ce qui va, on va dire, c'est la logique interne de l'application que l'on va venir brancher à notre visuel, donc à nos composants, à nos écrans et tout ça. Donc en Flutter, logiquement, on doit implémenter tout ça, on n'a pas le choix. Le but, c'est d'avoir une application qui couvre tout. Par contre, en design, c'est très variable. Ça veut dire qu'un designer, il peut vous livrer quelque chose qui va être uniquement les visuels, comme je disais, juste du visuel sans même l'agencement potentiellement. Il peut vous livrer des thèmes light et dark ou pas, des composants. Tout ça, c'est dépendant un peu du budget, du besoin du client. Il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte, mais l'input au moment du dev peut être très variable. Ça, il faut avoir ça en tête. Ça peut être aussi l'expérience du designer. Peut-être que lui, dans tous ses projets précédents, il a jamais mis en place un thème light dark et du coup, il a fait un copier-coller bêtement enfin bêtement, juste par manque de, de connaissance des fonctionnalités, mais il a fait un copier-coller alors qu'il aurait pu faire des variables. On verra ça après. Mais ce qui est sûr, c'est que Figma reste quand même si vous le poussez à fond, j'estime que toute la ligne du bas, c'est pas quelque chose pour lequel Figma est très adapté. Les animations, ça reste un peu du bidouillage. Vous allez faire des keyframes et vous allez faire des transitions, mais que lorsque vous le traduirez en code, ça sera quand même pas exploitable directement. La navigation, c'est un peu pareil, c'est du prototypage, donc vous allez avoir des liens au moment des clics, mais ça reste très basique, alors que vous allez avoir des modales, des choses beaucoup plus complexes à gérer en code, donc c'est difficilement aussi traduisible en code. Les interactions, c'est pareil, c'est pour du prototypage, c'est je tape là, ça me change l'écran. Ça permet quand même d'avoir des notions quand nous, on essaye d'implémenter un écran depuis un design. On va se dire, ah, OK, là, il y a un tab qui a été prévu sur cet élément, mais ça reste très peu poussé. Alors que la partie du haut, on peut quand même aller assez loin avec Figma. Les visuels, évidemment, définir le visuel, c'est le but principal. Les layouts, Figma est de plus en plus poussé dans ce domaine, avec la possibilité de faire des différents types de layouts très, très similaires à ce qu'on fait en code. Pour le thème, c'est pareil, on a des choses très poussées avec des notions de variables, on verra, qui sont réutilisables, qui permettent de switcher dynamiquement des variables comme on le fait en code finalement. Et les composants, pareil, on peut définir des composants avec des variantes et des propriétés, donc c'est aussi très proche de ce qu'on a l'habitude d'utiliser en code. Voilà, on retrouve finalement, on retrouve des concepts assez similaires entre Figma et Flutter. Donc là, j'ai mis les termes, donc c'est ouais, voilà, c'est des noms différents, c'est ça qui est un peu embêtant au départ, c'est qu'on a du mal un peu à faire le lien, mais en fait, c'est des choses qui sont assez similaires à ce que nous, on a l'habitude d'utiliser. Par exemple, un composant, ça va être un widget, je sais pas, les variables, c'est en fait, ça correspond à un inherited widget en code. Les auto-layouts, c'est un mix d'une flex, donc colonne, row, ou wrap, ou stack, tout ça en un seul élément. Et puis, tout le reste, voilà, c'est des choses assez basiques comme les couleurs, les gradients, tout ça, vous retrouvez les mêmes choses, mais avec des noms un peu différents. Donc voilà, il faut faire le mapping dans sa tête au moment de l'implémentation pour voir les correspondances. Le problème, c'est que voilà, comme je disais, c'est assez similaire, mais en même temps assez différent. Ce qui fait que vous allez essayer d'implémenter votre design depuis en code, le design originel, le prototype. Eh ben, il y a quand même un peu de travail à faire. Vous pouvez pas l'automatiser, faire par exemple, un générateur de code, je le montrerai, mais ça fonctionne très, très mal, en fait. Ce qu'il y a de plus efficace, ça reste l'IA parce que, c'est assez flexible. Il va être capable
de faire des choses, d'analyser les choses pour les adapter comme à peu près correctement. Si vous lui donnez des inputs corrects, il va être capable de générer du code à partir de design de manière à peu près correcte. Mais enfin, ça reste quand même assez différent pour qu'on puisse pas l'automatiser complètement sans regarder le résultat, quoi. Hélas. Donc c'est souvent plus un processus manuel qui peut, enfin, qui peut être basé sur de la génération de code, mais il restera des affinements à faire manuellement en inspectant les différentes propriétés dans Figma, en regardant ce qu'on a en code pour faire les petits ajustements. Et puis traduire tout ça et ajouter les éléments manquants, ce que je vous ai montré en bas, donc les concepts un peu plus avancés, comme les animations, les interactions ou l'état évidemment qui est quasiment inexistant en Flutter, c'est quasiment que du mock, les données moquées et là il va falloir implémenter toute la logique nous-mêmes. Donc pour moi, la chose importante, c'est de mettre en place des processus, très clairs entre l'équipe de design et l'équipe, de développement pour que tout soit prédictible. C'est-à-dire de mettre en place des règles que vous serez capable de suivre au fur et à mesure de la vie d'un projet et d'être capable de parler la même langue avec le designer pour que quand vous disiez: «Ouais, j'ai mis tel composant à tel endroit», en fait, vous, dans votre code, ça correspond à la même chose, c'est le même composant avec le même nom, placé au même endroit dans le même écran pour résumer grossièrement. Et ça va aussi aider l'IA, parce que l'IA fonctionne un peu de la même manière, il reconnaît les patterns. Donc s'il reconnaît un pattern assez clair entre la traduction d'un design et du code, il va aussi plus facilement savoir le traduire par la suite, de la même manière. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Ce que j'ai prévu, c'est de vous montrer une démonstration, pour rendre le truc un peu plus clair de tout ce que je viens d'expliquer. Hem, donc on va passer là. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut, en fonction des fonctionnalités de Figma, avoir des résultats très différents. Ce que je vous ai dit en input du développement et que c'est très dépendant de beaucoup de choses comme le budget ou l'expérience du designer. Mais ce qui est sûr, c'est que la phase de design commence toujours par une phase d'expérimentation et que lors de cette phase, le designer va passer peu de temps à structurer les choses, mais va plutôt le jeter tout comme sur une feuille blanche. Donc là, on va être plutôt sur du layout absolu. Et pour ça, ici, si vous voyez, vous avez un arbre assez plat sur la gauche. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est assez petit l'interface de Figma, mais c'est assez linéaire. On n'a pas très peu de structure, mais c'est très rapide à tester parce qu'on peut, déplacer des éléments sans avoir à restructurer des arbres. C'est très rapide, on peut tester plein de choses rapidement et ça commence souvent comme ça le design et des fois ça se termine à cette phase-là et c'est là où c'est problématique, c'est que là, il va falloir interpréter nous, OK, le designer a voulu faire une stack à cet endroit et l'implémenter de cette manière-là. Hem, donc ça, je si je repasse le code, ce que ça pourrait donner, c'est un énorme, widget tree avec tout qui est empilé dans un seul, stateless widget, donc c'est très moche. C'est de la génération de code pur, du code très, très moche d'ailleurs. C'est quelque chose aussi, les plugins de génération de code sont vraiment, heu, très bancals. Ils fonctionnent quasiment il y en a aucun qui fonctionne, correctement. Par exemple, celui-là, j'ai beau mettre des contraintes pour aligner des éléments à droite, il va toujours me les aligner à gauche en sortie dans Flutter, dans les stacks. C'est un exemple, mais il y a plein, plein, plein de choses qui vont pas. Et j'en ai testé un paquet, il y en a aucun qui marche, dans tous les cas, donc pour moi, la meilleure solution reste l'IA quand il s'agit de générer du code aujourd'hui. Mais bon, là, j'ai voulu vous montrer un exemple de justement qu'est-ce qui va pas dans tout ça et donc là, on voit qu'il y a peu de structure. Évidemment, donc notre appli n'est pas responsive, c'est statique, c'est inexploitable presque, hein, en code et là, on aura beaucoup de travail pour éplucher tout ça, redécouper, et si jamais le designer nous refournit une nouvelle version dans laquelle il a changé le layout, bah, va falloir retrouver dans le code qu'est-ce qui va pas dans notre arbre, à l'endroit précis pour refaire l'association. Ça pas très efficace. Hem, donc la deuxième étape évidemment, c'est de structurer tout ça. Donc dans Figma, vous pouvez, activer l'auto layout sur les frames. Chaque nœud dans Figma est une frame et vous allez pouvoir activer l'auto layout sur la droite et vous allez pouvoir, choisir, un sens de layout. Donc c'est pas du vertical qui correspond à la colonne dans Flutter, une row
dans Flutter, où il y a aussi même des grids maintenant en bêta, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est la deuxième phase où là, vous avez quelque chose d'un peu plus structuré déjà. Et si on regarde l'arbre sur la gauche, on voit que bah, ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de faire en Flutter dans notre widget tree. On a une carte ici, par exemple, avec dedans un texte, puis en dessous une row avec dedans un tag qui lui contient un texte. Et en dessous, on a pareil, le bouton sur la droite ici. Donc ça correspond vraiment au modèle mental qu'on utilise dans le code. Donc, c'est plus facile à traduire déjà pour nous. Si je peux vous montrer rapidement. J'ai fait la version de code d'à peu près tout ça. Donc, ça, c'est la step 2. Donc là, si on regarde, c'est déjà un peu plus structuré. Ça correspond plus avec des rows, des colonnes. Et c'est mappé vraiment sur l'arbre que l'on a dans Figma. J'ai aussi rajouté des clés, par exemple, pour mieux s'y retrouver dans l'arbre, en me remettant les mêmes noms que les nœuds dans le Figma. Ça aussi, c'est une petite bonne convention pour s'y retrouver quand vous avez des nouveaux éléments qui arrivent du design. OK. Troisième étape, c'est les composants. Donc, même si ça, c'est exploitable, vous pouvez, dès la phase de design, prévoir des widgets réutilisables, grosso modo. Ça revient au même. Vous pourrez, par exemple, ici, cette carte, avant, elle était simplement copier-coller X fois. Maintenant, on a créé une overview card qui a une propriété content, ici sur la droite, qui est son contenu texte. Et comme ça, je peux l'instancier dans mon design, dans mon écran. Et à droite, je peux mettre la propriété. Ici, on voit, j'ai changé le texte. Si je mets, là, je peux mettre ce que je veux. Ça va changer le texte ici. Ça, encore une fois, ça correspondrait à un widget, un stateless widget, où on aurait une propriété de type string qui s'appellerait content. Donc là, on commence à avoir des patterns qui commencent à apparaître, des similitudes entre ce qu'on fait en Flutter et ce qu'on fait dans le design. C'est très intéressant. Donc on a plusieurs instances, on a une notion d'instance aussi. Donc ça, c'est une instance d'un composant dans Figma. Ça correspond à une instance d'un widget en Flutter. Donc intéressant aussi. Et on voit que notre arbre, il est beaucoup plus clair aussi à gauche. Si je regarde ici, donc on voit qu'ici, j'ai ma card, j'ai mon conteneur cards qui est une colonne. Dedans, j'ai une overview card. Ensuite, j'ai une undone card. Ça correspond à un widget tree où on aurait des widgets, des classes de widgets définies à côté. Et on voit un mapping direct entre les deux. Si je regarde ici, step 3, ça correspond vraiment à cet arbre-là au final. C'est la même chose. On a les overview card, undone card, avec les propriétés qui sont définies, avec un certain contenu qui correspond à ce qu'on a dans Figma. Donc là, on commence à voir vraiment un parallèle entre les deux qui commence à se faire. Donc, quatrième étape, ce serait la notion de thème, de variante, pardon, d'abord. La notion de variante, c'est que dans Figma, vous pouvez définir des variantes d'un même composant. Ça correspond en fait à un énuméré en code. Par exemple, ici, j'ai mon statut qui peut être soit overdue, soit undone, et ça change. J'ai deux versions de ce composant en fait en fonction de cet énuméré. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai plus qu'une liste ici de cards à gauche. J'ai mes cards et dessus, j'ai une propriété par contre qui est un peu différente. J'ai rajouté une propriété, enfin, c'est ma variante qui me permet de changer le type de carte. Et j'ai toujours ma propriété contenu. Ça, on peut aussi le reproduire en code si vous voulez mettre en place des choses qui se ressemblent entre le design et le code, c'est aussi possible. Alors, il y a plusieurs manières de l'implémenter. C'est là où il va falloir se mettre d'accord avec les designers et votre équipe de développement pour mettre des règles, établir des règles sur comment on implémente tel type de composant. Parce que là, les variantes, vous pouvez en faire aussi, par exemple, vous pouvez faire pour les états, une pour l'étape de chargement, une pour l'étape d'erreur, par exemple. C'est des choses qui arrivent très souvent. On fait des variantes de nos composants pour ces états-là. Et ben, vous pouvez choisir de les traduire toujours de la même manière en code. Donc, établir des standards dans votre code. Et une manière de le faire, par exemple, c'est la step 4, celle-là, si je ne me trompe pas. Ce serait de faire, par exemple, un énuméré, puis de faire 2 constructeurs éventuellement pour votre widget, avec des name constructeurs pour rediriger vers le bon énuméré, et ensuite instancier le bon widget en fonction de l'énuméré qui a été set. Ça, ce qui est intéressant, c'est que
quand vous regardez le design, et ben, vous pouvez inspecter un élément card et vous pouvez regarder, OK, là, ici, c'est un undone, donc vous pourrez, au moment de l'instanciation dans le code, lorsque vous avez tous vos écrans, tous vos composants, vous pouvez simplement inspecter et dire: «OK, donc là, c'est une instance de card, c'est telle variante, undone et sa propriété content, c'est, tel contenu». Dans votre code, vous avez exactement le enfin, c'est facile à implémenter parce que vous avez simplement à inspecter cette chose-là et la répliquer bêtement dans votre code, sans avoir à faire des traductions de concepts entre le code et le design. Et mettre en place, les variantes sont une feature qui peut être pratique pour ce genre de justement de concept d'états différents pour un même, composant. Donc, autre chose que j'ai rapidement là, ici, c'est qu'une propriété peut aussi être, un instance swap. Ça correspond à lors d'une instantiation, vous pouvez changer, l'enfant en fait d'un widget, enfin d'un composant. Ici, par exemple, je pourrais changer mon icône par un timer, alors que mon composant, c'est un bouton ici, un action button. Et ça, bah, du coup, ça correspond finalement à un child, donc child widget en Flutter. Donc là, on commence encore à retrouver quelque chose d'assez similaire. Donc faut pas hésiter à utiliser ce genre de concept, et de se mettre d'accord avec les designers pour, avoir les mêmes concepts dans votre code et encore une fois, dans les composants, du prototype, pour savoir, OK, un bouton, ça peut avoir une icône qui est un widget enfant et comme ça, vous le traduisez encore une fois de la même manière, simplement. Et là, quand vous inspectez le design, bah, vous pouvez voir, OK, c'est une icône, et elle a telle, propriété de CT, telle, variante de CT, donc c'est encore une fois, plus facile à traduire. Et enfin, la dernière étape, oui, il pourrait y en avoir encore beaucoup d'autres, alors Figma, ça reste un logiciel qui est simple pour un développeur parce que c'est des concepts qu'on connaît déjà, donc on sait comment ça va être implémenté, donc c'est les mêmes choses mais en plus accessible, on va dire. Mais il y a quand même beaucoup de features qui sont possibles dans Figma. J'ai mis juste les principales, mais il ne faut pas hésiter à aller explorer plus loin pour mettre en place des règles pour le processus de traduction du design, du prototype vers le code. Mais une importante quand même, c'est la notion de variable, que, comme je disais, qui correspond à un inherited widget en fait en Flutter. C'est que vous pouvez déclarer des collections de variables. Donc, par exemple, je peux créer un set de couleurs qui ont chacun leur nom et avoir plusieurs variantes de cette collection de couleurs. Donc, par exemple, si j'ai une sous-catégorie qui s'appelle tokens red, bah, j'ai une version light ici, un mode light et un mode dark. Donc, les modes, ça correspond à des variantes de collection de variables, en fait, dans Figma. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a une terminologie qui est un peu spécifique à chaque fois, que ce soit en Flutter ou en Figma, mais faut adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des liens au sein des collections. Par exemple, j'ai créé une deuxième collection ici, où j'ai dit, bah, par exemple, dans le mode red de mon thème, le foreground, c'est mon token red accent. Et comme ça, je peux lier entre eux des collections de tokens, enfin de variables. Ça permet de faire des choses assez sympas dans le design. Par exemple, donc là, j'ai mes collections de variables. Il faut imaginer que c'est, de la data qui est associée à un inherited widget, que vous pouvez lire depuis n'importe lequel des enfants, des widgets enfants. Si vous pouvez décider du coup à un endroit dans l'arbre de nœuds ici, de surcharger, la collection actuelle. Ça correspondrait à réinstancier un nouveau inherited widget en changeant la data pour ce nœud-là. Donc là, par exemple, celui-ci, on voit qu'il est ici, on peut surcharger les modes. Par exemple, celui-là, je l'ai mis en red, mais je pourrais le mettre en orange et là, j'ai une version orange de cette carte. Pareil, je peux le changer, je peux le mettre en blue. Blue, ça correspond au thème qui est utilisé, derrière pour le compteur global de l'appli, donc ça n'a pas trop de sens, mais vous voyez que je peux surcharger un endroit dans l'arbre, quel va être le thème pour tous les enfants de cet arbre. De la même manière qu'un inherited widget peut être surchargé n'importe où dans l'arbre. Donc c'est très similaire. Et ça permet aussi du coup de changer, donc là à ma racine, je peux aussi changer dès le compteur principal, non seulement le thème, comme je disais, mais aussi les tokens racines, donc le light ou dark. Et là, ça va changer toute la déclinaison de tout mon design, de la même manière. Et ça, bah,
le traduire également en Flutter avec des inherited widgets. Donc, vous pouvez tout simplement déclarer la même hiérarchie, mais sous forme de classe. Par exemple, ici, j'ai ma couleur, avec dedans, je dois avoir, j'ai mes couleurs de boutons qui sont une sous-catégorie. Dedans, j'ai un background et un foreground, tout simplement. Donc ça, j'ai représenté exactement le même arbre de variables sous forme de classe, d'art. Et après, dans le thème, bah, c'est un inherited widget, comme je disais, tout bêtement. J'essaie de retrouver la data, qui possède la data du thème et du coup, que n'importe quel enfant va pouvoir lire. Et puis après, bah, on a toutes les combinaisons possibles de couleurs, générées par IA, bien sûr. Je vais pas taper tout ça, mais voilà, donc en gros, c'est tout bête, hein, mais ça va simplement dire: «Est-ce que, mon énuméré qui a été seté, en haut, c'est, du token light plus, red?» Dans ce cas, je vais mettre ce set de couleurs et il fait, cette logique-là. Et que donc pour résumer, si je repasse dans mon écran, j'ai, mon app thème blue à la racine qui va, définir l'ensemble de couleurs, la collection de variables en bleu, comme on le faisait dans le design. Et si je redescends sur une carte en particulier, ici par exemple, j'ai dit mon thème, il va devenir blanc pour tous les enfants à partir de cette colonne. Donc toutes les cartes, leur thème par défaut, ce sera blanc. Et à partir ici, red, pour cette carte en particulier, je lui dis, ici, ça sera red. Donc on a vraiment, et encore une fois, la même logique qu'on a dans le design. J'ai juste reproduit le même concept, ce qui fait que bah, si le designer pense de cette manière-là et le développeur pense de cette manière-là, bah, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer les deux parties et de penser de la même manière et de collaborer. Au-delà de ça, je vais quand même dire aussi qu'il y a, même si on met en place tout ça, il y a quand même des petites spécificités au niveau du design auxquelles il faut faire attention. Le color profile. Ça peut vous arriver de voir que votre design, bah, c'est vraiment, ça n'a aucun rapport, hein, c'est juste des petites notes, aléatoires, mais qui sont importantes quand même. Vous avez peut-être pas fait attention, mais, votre application est peut-être un peu terne sur le terminal comparé, à ce que vous avez dans Figma. Ça, c'est un truc assez courant. C'est parce que, par défaut, si vous définissez les couleurs sans préciser que ce sont des displays P3 en format, ce qui est aussi appelé Wide Color Gamut. C'est un profil de couleur particulier qui a une plage un peu plus large que celle par défaut, du sRGB. Et du coup, bah, si vous utilisez des couleurs, vous copiez-collez l'hexa, bah, vous n'aurez pas la même couleur que dans Figma parce que c'est un profil de couleur différent. Ce qui est assez illogique au début, qui paraît illogique, mais en fait, c'est je vous laisserai vous renseigner si vous voulez, mais c'est juste que, bah, c'est des algorithmes différents pour calculer qui offrent une plus grande plage de couleurs. Et du coup, bah, pour faire ça, il faut, faire attention d'utiliser le constructeur from avec des, doubles et pas de l'hexa, en fait. C'est une petite astuce, faut avoir en tête, et dans Figma, vous pouvez consulter le color profile depuis les propriétés du fichier. Petit truc par hasard aussi, que je suis tombé en essayant de faire du pixel perfect sur des composants. Il faut savoir par défaut, dans Figma, les bordures d'une frame ne vont pas compter dans le padding de l'élément. C'est-à-dire que si vous avez des choses à l'intérieur, et ben, elles viendront par-dessus, quoi, ça comptera pas dedans. Alors qu'en Flutter, par défaut, les bordures d'une box decoration vont rajouter un padding. Donc ça veut dire que vous avez un résultat différent en mettant les mêmes propriétés, ce qui est un peu déroutant. Donc pour ça, il faut dire à votre designer soit de mettre que les strokes sont included dans le padding, dans les auto layouts, soit il faut, utiliser une foreground decoration sur votre, decorated box container. Petite chose aussi, c'est que quand vous faites des rotations sur les éléments dans Figma, ça compte dans le layout. C'est très précis, hein, je pense pas que ça tous les jours vous tombiez là-dessus, mais il faut savoir que, bah, du coup, si vous faites une rotation comme ça à 45 et que, vous avez une colonne, et ben, ça va faire ce genre de résultat, alors que dans Flutter, si vous faites un transform, bah, ça va juste faire une transformation visuelle sans changer le layout. Vous n'aurez pas le même résultat. Bon, le texte, il y a énormément de cas particuliers, je vais pas rentrer dans le détail, mais déjà les polices iOS, il faut faire très attention parce que l'espacement entre les caractères, heu, dans Flutter, il est complètement à l'ouest.
Donc ça, c'est vraiment embêtant, mais vous êtes obligé de faire un truc custom pour, mettre en fonction des tailles et des espacements différents si vous voulez vraiment suivre le rendu natif. Donc c'est plus simple si vous utilisez honnêtement des fontes, tierces. C'est c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi, au niveau des text aid behaviors en Flutter, beaucoup de choses à savoir sur l'alignement vertical. Donc, faites attention quand vous implémentez pour résumer, faites attention quand vous mettez du texte dans des éléments. Il y a de grandes chances qu'il soit mal, le layout ne soit pas bon. Allez, tester sur des cas vraiment précisément et vous verrez que vous aurez sûrement affiné certaines propriétés de votre élément. Voilà, ça c'était juste petit aparté, tant que je suis dans le sujet de la traduction. Donc pour résumer, mettez des règles en place dès que possible entre votre équipe de design et l'équipe de développement, notamment des conventions de nommage et de sémantique, comme j'ai décrit. Essayez d'utiliser les mêmes noms de composants dans Figma que dans le code pour vos widgets. Pareil pour les noms de propriétés, pareil pour les nœuds, le nom des nœuds qui correspondra à vos keys, dans votre, implémentation. Comme ça, bah, c'est plus facile de s'y retrouver, surtout si c'est pas vous qui repassez sur l'implémentation, après. Et au moins, ils pourront retrouver, plus facilement à quoi ça correspond dans le design. Vous pouvez même, n'hésitez pas à utiliser des outils spécifiques. Je pense à l'IA. Moi, j'utilise OpenCode avec les modèles de Claude, par exemple, qui fonctionnent bien avec des MCP Figma, même si les MCP, je trouve que celui de Figma, en tout cas, il est vraiment foireux, mais bon, bref. Je préfère à la limite exporter mon arbre dans un format XML et après le filer à Claude qui va me le traduire en Flutter. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Et surtout pousser auprès des designers pour qu'ils utilisent tout ce que j'ai décrit là, juste avant, au minimum. Donc les auto-layouts, les variables, les modes, et puis des composants avec des variantes et des propriétés. Je ne suis pas rentré dans le détail du responsive design, et cetera, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, de prévoir tous les tailles d'écran, pour tous les contextes possibles qu'ont un composant, pour prévoir que ça puisse être sur une grande taille, il faudra changer les corner radius, dans telle propriété. C'est encore là, c'est un autre sujet, mais il faut quand même, aussi, prévoir ça dès que possible. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre en place tout ça, ça vous aidera sur le long terme et aussi, avec les outils comme l'IA. Donc, pour moi, c'est que des bonnes choses. Et aussi, je vous inciterai à apprendre Figma en tant que développeur, parce qu'honnêtement, c'est pas si compliqué que ça à côté de tout ce qu'on a à apprendre. C'est vraiment très simple et c'est des concepts qu'on connaît déjà, c'est juste qu'il faut, les retrouver avec des termes différents et puis avec une interface visuelle. Mais, je trouve que ça améliore grandement la collaboration avec les designers. Donc, très important selon moi, si vous êtes développeur Flutter, apprenez Figma. Même ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire des designs, mais, au moins toutes les fonctionnalités qu'il offre. Et dernière chose, j'ai commencé à bosser sur un package pour faciliter cette traduction d'arbres là. J'ai dit tous ces petits cas particuliers qui sont énervants, le fait que, bah, une colonne, enfin une frame, un auto layout, ça se traduit de différentes manières en fonction du mode et que, l'espacement, à un moment c'est en pourcentage, à un moment c'est un nombre de 0 à 1 et puis les couleurs, ceci, cela. Vous avez tous ces petits cas particuliers qui font que la traduction, la génération de code, elle marche pas très bien. J'ai commencé à réfléchir à quelque chose qui s'appelle Flutter Figma et en fait, ce serait un ensemble de widgets qui mappe totalement ce qu'on trouve dans Figma. Ça voudrait dire que si vous voulez faire une frame, vous pourrez faire une Figma frame et puis en lui passant une propriété layout qui correspond aux propriétés que vous retrouvez dans Figma pour, rendre le truc plus facilement traduisible. Dans l'idée aussi d'aider l'IA évidemment, à traduire tout ça, à générer tout ça, voire de faire un plugin. C'est mon objectif final, ce serait de faire un plugin, pour Figma qui permettrait de générer à la fois les classes de thèmes, à la fois les interfaces des composants, les énumérer pour les variantes et de lier tout ça avec un arbre. Ça ne voudra pas dire que ce sera l'arbre final, mais au moins un arbre cohérent et facile à analyser, et qui liera tout ça au thème et cetera, puisque tout est généré d'un bloc. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est le tout début, mais, je pense, c'est assez prometteur. Je vais essayer de l'utiliser sur mon prochain projet là, puis on verra ce que ça donne, mais, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire et c'est la force de Flutter, c'est qu'on a un canevas, donc, on peut dessiner ce qu'on veut.
vous pouvez réimplémenter tout ce que vous voulez, donc faire un set de widgets différent de celui de base pour le layout et les rendus de base. C'est pas si incroyable que ça, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à, ouais, aller voir le projet et puis bon, de toute façon, quand j'aurai une première version qui sera à peu près acceptable, je communiquerai autour sur Twitter, mais voilà. En tout cas, c'est l'objectif. Merci à vous en tout cas et puis, si vous avez des questions. Mmh. Merci beaucoup pour ce talk. J'adore le fait de enfin non, mais faire collaborer les designers et le et les développeurs parce qu'en fait, les 2 vont dans le même sens à la fin. Mais je me pose quand même la question, donc tu as appris en fait les designers à faire ce que fait Flutter un peu. Par l'architecture de Flutter, tu le fais dans ce sens-là. Il faut que Figma ressemble beaucoup plus en fait à ce qu'on fait en Flutter. À quoi te sert Figma maintenant? Si du coup, tu es équivalent à un certain niveau. En plus aujourd'hui maintenant dans Flutter et dans les IDE, tu peux faire avec les DevTools, tu peux refaire quasiment ce que tu fais sur Figma si tu as mis en place les variables et cetera et cetera. Du coup, à quoi ça te sert maintenant d'avoir Figma? Bah, pour toute la phase d'idéation déjà, où c'est pas Mmh. structuré, et ensuite, bah, pour moi, c'est une phase de préparation pour l'implémentation. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de spécificités encore à rajouter, à raffiner après, mais ça te facilite la transition parce que pour moi, mentalement, le designer, il a déjà pensé à toute cette structure visuelle, cet agencement visuel. Il sait qu'il va empiler les éléments de cette manière-là. Il sait que là, si ça s'agrandit comme ça, le truc, il doit être aligné à droite. Donc c'est bête de perdre cette information, au moment où toi, tu commences ton implémentation. Et pour moi, c'est à lui de préciser ça, à ce moment-là et que toi, quand il te donne le truc, bah, tu dis: «Ah OK, donc ça, c'est aligné à droite, je sais, ça suivra la bordure de droite», quoi. Plutôt qu'à toi de le déduire, Mais finalement, ils pensent déjà à ce qui sera dans le code final, ouais, pour moi, c'est ça, c'est de les former à, à ouais, développer. avoir à développer en quelque sorte. Pour moi, c'est toute la, Figma, c'est ce qu'ils essayent de pousser, hein. Oui, oui, a priori, oui. Pour Mais moi, c'est c'est ce ça. que j'ai l'impression d'entendre ça sur ton talk tout à l'heure, de me dire: «Mais en fait, c'est les designers qui codent» et du coup, à terme, bah, c'est soit l'IDE qui disparaît ou Figma qui disparaît, mais on a une liaison qui est Non, très fine et qui sert plus à grand chose finalement, pour moi, entre 2 logiciels. le cas parfait, ce serait, tu as un bouton exporter mon design depuis, sous forme de fichier depuis Figma. Toi, tu vas le réutiliser, tu peux binder, des éléments et puis c'est tout, quoi. Ou au contraire, même pas d'export, juste un seul logiciel finalement. Ou un seul logiciel, ouais, ouais, C'est ça. éventuellement. Merci beaucoup. Mais D'abord, merci pour la présentation. C'est intéressant et de voir, le fait de collaborer, faire collaborer le designer et les développeurs, je trouve ça intéressant. Mais par contre, je rejoins la première intervention que j'ai l'impression que c'est, on fait des designers et des développeurs ou des demi-développeurs mmh, et je vois pas l'intérêt de faire ça parce que les développeurs de base, une fois qu'ils voient un écran, sans qu'ils ont l'architecture ou l'arborescence, ils sont capables de traduire tout ça avec une arborescence Flutter, avec les widgets Flutter et cetera. Le seul cas d'usage pratique que je vois, c'est vraiment le plugin dont tu parles, que, ça a donné, sens à tout ça et puis, je pense aussi que ça serait intéressant d'avoir un MCP qui peut-être, via les IA à voir, en clé parce que les MCP actuels, sont vraiment pourris. Heu, ouais, Ensuite, d'accord. bah, j'aimerais partager un petit peu mon expérience avec, le MCP de Flutter que j'ai essayé dernièrement et j'étais très déçu par le résultat. Mmh, Par contre, j'avais une autre expérience avec Stitch by Google que, j'ai juste exporté les maquettes en HTML et puis je demandais à Claude de les convertir en Flutter et le résultat c'était, quasiment parfait donc ouais, mais c'est ce que je fais aussi, hein, je suis assez d'accord avec toi, le MCP, je vois pas l'intérêt, enfin, il suffit d'aller voir les API, enfin, les méthodes et tout ça. Tu vois que c'est pas du tout pratique. Pour ouais. l'IA, même d'aller analyser, même pour un humain, tu as du mal, donc c'est fastidieux. Donc je comprends que ce soit mieux au final d'exporter mais là où je trouve que c'est intéressant de garder une certaine structure, c'est dans le temps, en fait. Parce que si tu dois one-shotter un truc, OK, je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu dois y travailler dessus pendant 3 ans et puis que tu as un historique et que tu dois d'un côté, le designer, il fait des expérimentations, il change deux trois trucs au milieu, tu peux demander à ton IA d'aller modifier le truc, mais là, tu commences à faire du vibe coding presque. Tu comprends plus trop ce que tu fais, quoi. Ouais. Donc alors que si c'est structuré, c'est beaucoup plus facile de suivre l'avancement des 2 côtés, quoi.
Moi, j'ai pensé aussi à un autre paradigme que j'ai pas trouvé encore, c'est de faire un peu l'inverse. Une fois qu'on commence à coder, à avoir un produit, pourquoi ne pas pouvoir exporter Flutter en Figma pour que les designers peuvent ajouter leurs touches et faire évoluer le produit? C'est très difficile. En général, le design est tellement, hem, enfin, en général, les développeurs sont pas très bons en design, quoi, pour résumer et du coup, bah, ça demande de restructurer tous les écrans, donc c'est pas très efficace, quoi. Ouais, C'est c'est vrai. comme ça que je vois le truc, moi, en tout cas. Et sans parler de ton plugin, ton prochain plugin, est-ce que Ouais. tu penses que cette méthodologie de travail, c'est vraiment adapté au contexte d'entreprise? Parce que je pense que ça consomme un peu de temps pour faire former et monter en compétence les designers pour qu'ils ont cet esprit, En fait, moi, il y a 10 ans, c'était sur Sketch et les designers, ils te riaient au nez si tu leur disais que tu allais faire des auto-layouts, hein. Alors pourtant, les auto-layouts, c'est c'est tellement puissant, pour tester des choses aussi. Mais ils considéraient ça comme du dev déjà, les auto-layouts. Donc pour moi, Figma est en train de pousser petit à petit avec toutes ces features, les designers de plus en plus à devenir des semi-développeurs, des développeurs front-end, on va dire, purement sur l'intégration visuelle. Et je pense que c'est l'objectif de Figma, c'est que de former les designers à ce qu'ils deviennent des développeurs visuels et que, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, avec toutes les features qu'ils proposent. Même ce que j'ai décrit, les variables et tout ça, c'est le même modèle mental que ce qu'on utilise avec les thèmes en code. ouais, C'est c'est la ça. même chose. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais, justement, je me permets de réagir à ce que tu disais. En fait, aujourd'hui, les designers, ils le pensent naturellement. Enfin, j'ai une équipe de designers qui sont plutôt jeunes. Enfin, ils ont ils ont très peu d'années d'expérience et ils font déjà leur template comme ça, quoi. C'est vrai. Enfin, ils font déjà des arborescences, ils utilisent déjà les variables. Enfin, aujourd'hui, c'est déjà le cas dans les équipes. C'est une génération. Oui, sûrement, oui. Mm. Attends. Moi, j'ai une question. Actuellement, mon projet, le designer a un peu de mal à gérer tout ce qui est responsive, vu qu'on a une application qui marche à la fois sur mobile, sur tablette, sur desktop. Et c'est vraiment compliqué pour lui de bien gérer les choses, même pour nous en tant que développeurs. Est-ce que toi, tu as des solutions? Ouais, c'est un des cas où c'est très difficile, mais pour moi, tu es obligé de faire des variantes complète de l'écran. Pour ça, tu as pas trop le choix et que ce soit à la fois en dev et en design, c'est un peu lourd, mais tu as pas d'autre manière de le faire et d'utiliser au maximum des composants, comme je disais. D'utiliser des variables pour tout ce qui est, par exemple, corner radius, espacement. Comme ça, tu peux au moins adapter ça en fonction des déclinaisons, sans avoir à tout refaire le layout potentiellement. Mais il y a un moment, bah, si à un moment tu as des éléments qui prennent toute la largeur, bah, tu es obligé, sur un grand écran, de les changer ton layout pour que ça soit pratique à utiliser sur une tablette. Donc, pour moi, c'était obligé de faire des widgets différents dans ce Ouais, cas d'usage. c'est surtout que là, le Figma, il est hyper gros et il faut se retrouver dedans, c'est compliqué, quoi. Ouais, je comprends, mais bah, après, c'est un peu comme nous en développement, on a toujours cette question de structurer par feature ou sous forme d'arbre en fonction des services. Enfin, il y a un moment où des fois c'est plus pratique d'une certaine manière par exemple, de grouper les tablettes, les design tablettes avec les designs mobiles. Puis à un moment, tu vas te rendre compte que non, ça devient trop bordélique, donc tu mets tous tes design tablettes ensemble et tous tes designs mobiles parce que ça a plus de sens de les mettre ensemble. Hmm. C'est vraiment du cas par cas, là. Ça dépend du projet, ouais. Ok. Et t'as une- Moi, j'ai une question qui est primordiale, je pense. Code sur VI, Sur NeoVim, ouais. NeoVim, Ouais. t'as des tutos pour passer là-dessus? Oh là là, Non, tu l'as fait un bah, peu. J'ai vu passer, je crois que t'es tombé sur un médium qui existait, qui expliquait comment utiliser NeoVim avec moi, j'ai Flutter. fait un article vite fait, Voilà. mais enfin, c'est très basique, quoi. C'est juste comment Ouais, tu set up ton IDE. Enfin, c'est juste ouais. apprendre à utiliser le De IDE. base, bah, alors j'utilisais VI il y a 15 ans dans mon travail. OK. Du coup, je maîtrise VI. OK, ouais. Contre passer avec Flutter, c'est Bah, un pas qu'il va falloir que je franchisse peut-être. ça va, mais utilise NeoVim parce que tu as Ouais. pas mal de choses de plugins existants, c'est beaucoup plus rapide. Ou alors Ouais, EasyVim qui est oui, une distribution, tu as encore plein de plugins préinstallés, en fait OK. et c'est vraiment enfin moi je préfère largement que je suis passé là-dessus, mais bah, moi je préfère, ouais. Bah, Passer d'Android Studio, qui est une usine à gaz, à VS Code, et j'ai déjà vu un gap de performance de dingue.
Et NeoVim, ça me fait un peu envie, ouais. Il va falloir que je passe le truc par contre, mais Faut avoir confiance que c'est, oui, oui, mais la confiance, c'est zéro de ta part. Oui. Bah, moi, enfin, maintenant, enfin, au moins, les Vmotion, c'est quelque chose de ouais. tellement important quand tu codes. Moi, même si je repassais sur VS Code, j'utiliserais le plugin pour mettre les motions, par exemple, pour éditer le texte. C'est une bonne première étape aussi, d'ailleurs. Vmotion. Et, les Vmotion, c'est la façon de se déplacer dans le texte et d'éditer Ouais. du texte. Oui. Oui. Et ça, tu as Ouais. des plugins sur VS Code, par exemple, qui te permettent d'utiliser ça sans avoir à passer Ouais. tout de Ouais. suite dans NeoVim. Ouais. D'accord. Parce que en vrai, c'est ça le plus dur au début. Oui, mais c'est ça qui faisait que Vim était puissant. Ouais, bah, moi, Mmh. je suis convaincu, hein, mais après, je me bats très fort. Est-ce qu'on fait le Attends, Il y a une question sur internet, je pense une star de toi, qui demande: «Est-ce qu'on aura la chance de voir la suite de ton application de surf?» Waouh, ça, c'est vieux, ça. Oui, bah, Ouais, je vois. Oh là, alors, peut-être l'année prochaine? donc peut-être l'année prochaine. Ouais. Restez bien, Ouais. à l'écoute. est-ce qu'on fait le jeu ou est-ce qu'on va manger? Bah, on fait le jeu, on fait, mais peut-être que Voilà. Bon, bah, merci.